titres dans cette édition, athlétisme, la Côte d'Ivoire décroche 2 médailles en argent. C'était cet après-midi lors de la finale du 100 mètres au 8e jeu de la francophonie. Cissé Gueux Arthur a terminé la course à la 2e place avec un chrono de 10,34. Avant lui, en handisport, Kimou Ado Frédéric est monté sur la 2e marche du podium en saut en hauteur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. On commence par ce qui fera encore l'actualité pendant 6 jours, les 8e Jeux de la francophonie. Athlétisme, la Côte d'Ivoire décroche 2 médailles en argent. C'était cet après-midi lors de la finale du 100 mètres au 8e Jeux de la francophonie. Cissé Gueux Arthur a terminé la course à la 2e place. Pourtant hier, dimanche, l'Ivoirien avait réalisé la meilleure performance lors des éliminatoires. Avant lui, en handisport, Kimou Ado Frédéric est monté sur la 2e marche du podium en saut en hauteur. La Côte d'Ivoire décroche donc ses 2 premières médailles en athlétisme. Eux ne seront pas sur la piste, mais les meilleurs sprinteurs ivoiriens du moment sont présents à Abidjan. Meïté Ben Youssef et Marie-Josée Talou apportent ainsi leur soutien à leurs compatriotes. Ils l'ont dit à Cathy Touré de RTI Sport. Just starts to fade a little bit. Talou all the way here. Talou's going to win it from Jefferson, 22.27. Au lendemain de sa victoire aux 200 mètres à Monaco, Marie-Josée Talou a rejoint Abidjan à l'occasion des Jeux de la francophonie pour soutenir ses compatriotes. C'est une joie pour moi de savoir que cette compétition se passe dans mon pays et depuis 2013 j'étais contente que vraiment ce soit la Côte d'Ivoire qui organise. Je disais à mes amis que vous allez venir voir comment la Côte d'Ivoire c'est un pays accueillant où il y a la joie et vraiment il fait bon d'y vivre, donc je suis vraiment contente. Il en est de même pour Meïté Ben Youssef, porte-drapeau ivoirien à ces Jeux. L'international ivoirien était au stade Félix Houphouët-Boigny aux côtés de ses cadets, même s'il ne sera pas aligné. Il en a profité pour discuter avec de vieilles connaissances. C'est un bon pote. Du coup, moi je suis ses conseils. Il me donne des bons conseils aussi là. J'essaie d'emboîter son pas aussi pour devenir comme lui. Ouais. Et lorsque les 2 champions se retrouvent, c'est une complicité de grands frères et petites sœurs. Mais toi tu dois courir, qu'est-ce que tu fais là? Il était venu pour courir, dès que j'ai arrivé, on dit c'est fini, son ensemble. Elle a peur, Marie-Josée a peur. Ah, Meïté, c'est mon grand frère, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils, qui est là et qui sait nous motiver et tout. Voilà, je suis vraiment contente de tout ce qu'il a accompli durant ces 2 années. C'est tout ce que moi je lui souhaitais et voilà, je sais qu'au championnat du monde ça sera encore meilleur. Marie-Josée, elle est vraiment, je suis surpris parce que, bon, je peux pas dire totalement surpris parce que elle a beaucoup travaillé, c'est une bosseuse très courageuse et ça se voit sur la piste, c'est une battante. Et cette année, elle a une hargne, je ne sais pas d'où elle a sorti et ça se voit dans les compétitions. Et cette année, je lui souhaite la médaille d'or. Objectif à court terme pour ces 2 sprinteurs ivoiriens, les mondiaux de Londres du 4 au 13 août 2017. Au football, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Burkina Faso, 1-0. Les jeunes étalons forcés au respect par les éléphantos au stade Robert Champroux. C'était dimanche lors du tournoi de football masculin des moins de 20 ans. Konaté Ngamblé et Samuel Metch. Après leur défaite 3-2 face à la Guinée, la victoire était impérative du côté ivoirien pour continuer l'aventure. Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont bien compris, ils se sont imposés 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Dès le début du match, les Ivoiriens se montrent appliqués et rassurants à l'image de cette belle offensive de Willy Brassiano. Bousculés, les Burkinabés se réveillent et montrent un bien meilleur visage. Défensivement, les Ivoiriens sont à la peine. 41e minute, Ulrich Meleke est à 2 doigts de tromper son portier. 0-0 à la mi-temps. Remobilisés, les poulains de Haïdara Swaliou vont débloquer la situation à la 74e minute. Sur ce long service de Dakwa Edgar, Akeloba ouvre le score pour la Côte d'Ivoire sur cette superbe frappe du gauche. C'est le 2e but de la compétition pour l'attaquant ivoirien. 1-0, score final. Les Ivoiriens joueront leur qualification en quart de finale mardi face au Liban. Vous l'avez entendu, 1-0, les éléphantos s'imposent donc face aux jeunes étalons. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire occupe désormais la 2e place du groupe A. Les quarts de finale ont lieu demain mardi. La Côte d'Ivoire sera face au Liban.
Justement, le Liban qui avait été battu par la Côte d'Ivoire lors du tournoi de basket féminin. L'équipe ivoirienne qui malheureusement, lors de sa deuxième sortie ce dimanche, a été tenue en échec par la Fédération Wallonie 63-49, Arsène Kouassi et Daniel Kouebi. 4 ans après la finale ratée de Nice, la Fédération Wallonie-Bruxelles tient sa revanche. Elle a battu la Côte d'Ivoire 63-49. Elles sont vraiment très bonnes offensives et il ne fallait pas qu'elles puissent contrôler ça. C'était vraiment ça l'arme indispensable. Une revanche qui s'est dessinée depuis le premier quart-temps que Dopé Natacha et ses coéquipières débutent en fanfare. 7-0, puis 17-8. Kwaku Amandine, auteur de 20 points, et Koné Abiba côté Côte d'Ivoire, sur les traces de leur dévancière, tentent de réduire l'écart. Mais les jaunes à droite à 3 points vont à la pause avec 4 points d'avance. 28-24. Les Ivoiriennes plus appliquées font vibrer le hall du Palais des Sports. Elles sont à 1 point de leurs adversaires, 44-43 au terme du troisième quart. La dernière partie sera plus facile pour les Belges, patientes en attaque et profitant de l'absence d'une véritable défense. Maes, Sullivan et Milosevic vont enfoncer les Ivoiriennes. 63-49. Une victoire, une défaite pour la Côte d'Ivoire qui jouera la France en quart de finale. Et ce sera un autre match, une autre motivation. Et pour clore ce chapitre consacré à ce rendez-vous mondial, Cocody, au cœur des 8e Jeux de la francophonie, la commune a son village des Jeux. Le site accueille des compétitions. Abou Sanogo. Il est un peu plus de 17h ce samedi 22 juillet. Nous sommes à Saint-Jean dans la commune de Cocody, un espace transformé pour l'occasion en village des 8e Jeux de la francophonie 24 heures après la cérémonie officielle d'ouverture. Le représentant du ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie l'a ouvert. La francophonie, c'est la diversité culturelle, c'est le vivre ensemble, c'est la solidarité. Et Cocody donne l'exemple. Cocody, quartier leader, montre une fois de plus sa place dans la commune d'Abidjan. En présence de ses pères d'Atekoubé et d'Anyama, Ungwan Akamatias se félicite d'accueillir l'événement dans sa commune. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand moment pour montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Et c'est pourquoi Cocody s'est approprié ces jeux pour marquer cette rage de réussite, le 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Les délégations venues du Canada, du Bénin, du Cap-Vert et du Gabon vont compétir sur ce site. Une culture tellement belle, riche, colorée et diversifiée. Nous avons des artistes dans plusieurs catégories également, mais surtout, nous sommes le prochain pays hôte des Jeux de la francophonie en 2021. Pendant 10 jours, Cocody va vibrer aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Des stands ont été dressés pour accueillir visiteurs et spectateurs sous les regards vigilants des agents de la police nationale qui veillent à la sécurité du village. Hors de chez nous, en Namibie, les Hereros sortent de leur silence. Plus d'un siècle après le génocide dont ils ont été victimes, ils réclament des réparations et des excuses à l'Allemagne. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des Herero, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons.
Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées. Et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero. Coup d'œil ce soir dans le rétroviseur, l'on s'arrête sur l'année 1967. Cette année-là, le 24 juillet, le président français de Gaulle est à Québec. Il y fit un discours qu'il conclut par un vibrant « Vive le Québec libre ». Par ce cri, le général apporte un soutien décisif à la revendication d'autonomie que promeut l'Union nationale. 24 juillet 1967, De Gaulle, vive le Québec libre. Avant même son arrivée au Québec, le gouvernement fédéral canadien était préoccupé par la visite de Charles de Gaulle. Un an plus tôt, le gouvernement français n'avait pas envoyé de représentants officiels aux obsèques du gouverneur général Georges Vanier. Vanier et sa femme Pauline étaient des amis personnels de Charles de Gaulle depuis 1940, quand il était en exil à Londres. Pauline Vanier avait dit avoir envoyé une note sur laquelle était écrit simplement 1940. Le gouvernement de Lester Pearson était si préoccupé au sujet de l'intrusion de la France dans les affaires intérieures du Canada que le ministre du Conseil, Paul-Joseph James Martin, a été envoyé pour rendre visite à De Gaulle à Paris. De Gaulle, qui avait déjà été invité par le gouvernement fédéral, a songé d'abord à refuser, car il ne voulait pas cautionner la Confédération canadienne dont on fêtait le centenaire la même année. Après quelques hésitations, il finit tout de même par accepter en février 1967. Le 15 juillet 1967, le général de Gaulle embarque à bord du croiseur Colbert à Brest. Ce moyen de transport maritime fut délibérément choisi pour lui permettre d'éviter le protocole qui commandait l'arrivée aérienne via capitale fédérale Ottawa, chose qu'il ne pouvait se résoudre à faire, ayant été invité par le Premier ministre du Québec, Daniel Johnson, plutôt que par le gouvernement canadien. Durant la traversée, il confie à son gendre Alain de Boissier « Je compte frapper un grand coup. Ça bardera, mais il le faut. C'est la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. » C'est le dimanche matin, 23 juillet, que De Gaulle débarque à Anse, au Foulon, à Québec. Le Colbert bat pavillon français et québécois. Sur le quai, il est reçu de façon protocolaire par le gouverneur général Roland Michener et par le Premier ministre Daniel Johnson. Après une courte escale à la citadelle, Johnson et lui se rendent à l'hôtel de ville où le président prend son premier bain de foule. Il déclare alors « De tout mon cœur, je remercie Québec de son magnifique accueil, de son accueil français. Nous sommes liés par le présent. Parce qu'ici, comme dans le vieux pays, nous nous sommes réveillés. Nous acquérons toujours plus fort les moyens d'être nous-mêmes. Nous sommes liés par notre avenir. Mais on est chez soi, ici après tout. Ce que nous faisons ici et là-bas, nous le faisons toujours un peu plus ensemble. Toute la France en ce moment regarde ici. Elle vous voit. À retenir, Abidjan, capitale de l'espace francophone, avec les 8e Jeux de la francophonie. Pour terminer, la Côte d'Ivoire, on le rappelle, a décroché 2 médailles en argent en athlétisme. Sissé-Gueux Arthur a terminé la course à la 2e place avec un chrono de 10:34. C'était cet après-midi lors de la finale du 100 mètres aux 8e Jeux de la francophonie. Avant lui, en handisport, Kimou Ado Frédéric est monté sur la 2e marche du podium en saut en hauteur chez les hommes. C'est la fin de cette édition. Elle était supervisée par Thomas Guessambi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.